RCN. Le son de la différence. Les frères Farelli, réalisateurs de Marie à tout prix, vous présentent l'histoire de Charlie Belly Gates. Depuis toujours, Ma chérie, il se fait avoir. c'est dangereux ce que tu fais. Tu veux bien monter sur le trottoir pour être à l'abri des voitures? Il se fait embobiner. Je regrette de t'embêter avec ça, mais il est temps de déplacer un peu ta voiture. Garde-la-moi derrière l'épicerie, s'il te plaît, Charlie. Il se fait marcher dessus. Chez vous, on accepte les chèques? Vous voulez dire chez nous les noirs? Non, 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 non. C'est interdit ce truc-là. Oh la vache. Attention, ça rigole plus maintenant. Mais en tout homme, comme Charlie, sommeille un homme comme Hank. Le diagnostic des médecins indique que vous souffrez d'un dédoublement de personnalité. Vous êtes schizo. Elle s'appelle Irene Waters, sa voiture avait un feu arrière de cassé. Nous allons vous faire escorter par un de nos hommes. Alors c'est vrai. Charlie est schizo. Emprisonné dans un seul corps, Qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Tu pourras pas te débarrasser de moi. Hank! Oh! Arrête, tu te fais du mal! amoureux fou d'une seule fille. Je n'ai jamais eu envie de coucher avec vous, Hank. Vous m'avez tendu un piège. Alors ma cocotte, on va quand même pas se fâcher pour si peu. Je vous avais prévenu de ne pas jouer à ça, mon vieux. Prévenu de pas jouer à quoi? Charlie. Jim Carrey, Écoute, je suis pas là pour te plotter les nichons. On est d'accord, ma biche? fou d'Irene. Vous devriez être furieux. Je vous ai donné un coup de pied en pleine figure. C'est des choses qui arrivent. Bonsoir et bienvenue sur le grand écran, l'émission Cinéma de RCN 90.7. Et comme vous avez pu l'entendre par cet extrait de bande-annonce de Fou d'Irene, film sorti en 98 ou 99 98 98 2000. Eh bah 2000. Merci Alias. Voilà, on commence très bien l'émission, on l'a super bien préparé, je vous le promets, c'était juste la première erreur. Car oui, on va donc parler des frères Farelli, et pas seulement Peter Farelli, mais également de Bob. Donc tout le travail qu'ils ont fait en duo en tant que réalisateur, notamment de films comiques. Donc on va parler donc de Dumb and Dumber jusqu'à Green Book quand même, parce qu'on va quand même parler Green Book, hein, faut pas quand même pas le déconner. Alors c'est vrai que les frères Farelli, finalement, quand je vois autour de la table, c'est vrai qu'on a un peu cette génération qui a grandi avec ces films-là, j'ai l'impression. Mhm. Non, Elias? Si. Peut-être Salut. pas tous leurs films, mais au moins Marie à tout prix pour moi. Et on a également dans cette émission Jérôme. Comment tu vas, Jérôme? Eh bah ça va, et moi j'ai grandi totalement avec les films des frères Farelli parce que Dumb and Dumber, je l'avais vu en vidéo un an après qu'il sorte. En cassette? Ouais, en cassette vidéo, il m'avait tellement fait rire. Puis après, dans la foulée, les autres, quoi. Marie à tout prix aussi. Ouais, Marie à tout prix. On s'était empressé d'aller voir au cinéma. Qui est sorti en 97, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. 98. Donc c'est bien, c'est parfait. Je suis complètement décalé. Non, mais c'est vrai que oui. Donc Peter et Bobby Farelli. Avant de commencer, j'ai envie de revenir un petit peu sur le contexte historique de ces réalisateurs-là, parce que finalement, eux ont grandi à Cumberland, dans le Rhode Island. Alors. Donc Peter est né, c'est le plus vieux, hein, il est né en 1956 et Bobby est né en 1958. Et c'est vrai que en fait, c'est à leur sortie d'université en fait, ils se lancent dans l'écriture de la télévision, pardon. Et peu de temps après, vont se faire remarquer dans la série Seinfeld. Enfin, surtout Peter, en fait, Bobby, lui, il avait une autre formation, mais il va le suivre en fait dans ses délires, parce que finalement, ils vont se faire remarquer, et donc ils vont notamment travailler avec Jerry Seinfeld dans sa série. Et c'est là qu'ils vont se faire remarquer par leur, on va dire leur écriture, leur instinct comique, d'aller dans des situations que personne n'oserait. Et notamment, l'un des épisodes les plus reconnus de ce qu'ils ont fait chez Seinfeld, c'était notamment l'épisode 10 de la saison 4, l'épisode sur la Vierge, où Jerry Seinfeld ne savait pas quoi faire quand il va sortir en date avec une femme qui n'a jamais encore fait, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, c'est des thèmes qui sont rarement utilisés à la télévision. Et eux, en fait, n'hésitent pas à aller à fond là-dessus. Et c'est vrai qu'en fait, Peter et Bobby Farelli viennent de la classe moyenne déjà à la base. Et quand on repense à tous leurs films, quand on connaît aussi leur avenir, en fait, donc Peter et Bobby, en fait, leurs parents, son père est docteur et sa mère est infirmière. Donc
ça pose peut-être un peu les bases sur le côté un peu graveleux, sec et les histoires peut-être un peu dégueulasses qu'ils ont dû entendre. L'histoire de la braguette, par exemple, de Marie à tout prix, apparemment, ça serait réellement arrivé. Après, peut-être qu'ils sont en train de mitonner, je ne sais pas. Je connais pas le degré friedkinien de ces deux réalisateurs, mais c'est vrai qu'en fait, on voit déjà un peu les bases par rapport à leur lieu de naissance et par rapport à l'environnement auquel ils ont grandi. Et c'est vrai que le Rhode Island, c'est un lieu que l'on voit partout dans tous leurs films. Qui sert notamment de lieu de base à pas mal de leurs films qui sont principalement des road movies, comme par exemple Food Irene, Marie à tout prix, quoi. Enfin, pas trop Marie à tout prix, mais Food Irene et Double et Dumb and Dumber, voilà. J'ai surtout le 2 en tête, le 1 je me souviens plus si c'est à Rhode Island, mais je pense que oui. Si. Et puis tu parles de Rhode Island, mais moi je dirais que pas mal de lieux vont être des unités, vont être presque des fois perçus comme des pas des personnages, mais disons que ça va avoir une importance, il va y avoir vraiment ces unités de lieu et les décors vont jouer aussi, puisque ça reste quand même très souvent des road movies. Et puis ça va faire partie justement du côté un peu feel good que tu vas trouver dans les films des frères Farrelly. Première partie, on va dire, parce que pour moi il y a deux parties dans la filmographie des frères Farrelly. C'est quelque chose que tu vas retrouver dans la première partie. Et il y a un autre petit aspect que moi j'ai remarqué, c'est que beaucoup des films des frères Farrelly commencent par un flashback. Oui. Commencent par l'enfance ou l'adolescence d'un des personnages qui a, dans mon souvenir, lieu à Rhode Island justement. Donc il y a effectivement ce petit côté un petit peu personnel peut-être par rapport à ça. Alors l'idée même en fait du road movie, ce n'est pas anodin, parce que finalement c'est quelque chose qui est tellement créé dans la culture américaine de voyager, de parcourir, que les frères Farrelly eux ont d'ailleurs forcément cette habitude-là également. Ils avaient toujours l'habitude de voyager, notamment faire des voyages de Rhode Island jusqu'à la Floride, ce qui leur a fortement influencé pour pas mal de choses. Et je pense qu'aussi forcément Peter Farrelly, ce n'est pas pour anodin qu'il ait pris notamment Green Book en faire un film là-dessus. Enfin, en faire un film qui s'oriente sur cette idée de voyager à travers le sud. Et puis leur méthode d'écriture dans ce film qui leur a été consacré. Peter explique d'ailleurs beaucoup que les deux réalisateurs, en fait, quand ils voyageaient en voiture, ils écrivaient beaucoup en fait. En roulant. Donc ils sortaient leur idée et au lieu d'écrire par exemple sur leur PC ou sur leur bureau, ça n'a pas la même puissance évocatrice que de le faire sur la route. Parce qu'en fait, pour eux, rouler, en fait, ça permet de se vider de la tête, ça permet de donner plus facilement un contexte à l'écriture et pas seulement écrire des blagues, en fait. C'est vraiment pour remettre toute l'histoire en place. Ah, c'est pas étonnant, il y a vraiment beaucoup de gags qui sont orientés autour de ça. Oui, Moi, oui. je pense à Dumb and Dumber ou même à Kingpin, il y a des moments où les voitures prennent un envol. Tu sens que c'est des gamins qui s'éclatent à se dire bon bah là, dans Food Irene, il y a énormément de gags quand ils essayent de choper le train et tout ça, c'est énormément de gags de déplacement et de voyage quoi au final. Et de voyage et de rencontre forcément pareil avec Jim Carrey et Renée Zellweger quand ils sont arrêtés sur la route à cause d'une vache par exemple. Ouais, ce gag est excellent. Ouais. Voilà. Bah d'ailleurs en termes de gags, c'est là où on peut voir aussi certaines influences, notamment Blake Edwards, mais surtout aussi les frères Zucker. Ça c'est quelque chose qu'ils vont revendiquer les frères Farrelly, mais c'est vrai que eux vont passer sur ce que l'on appelle notamment aux États-Unis, le gross out comedy, donc c'est-à-dire la comédie un peu graveleuse, un peu pipi caca prout parce que bon, c'est la plupart du temps c'est quand même ça, et on le voit donc dès 1994 avec leur premier film qu'ils écrivent et réalisent donc Dumb and Dumber. C'est un immense carton. Le film propulse d'ailleurs Jim Carrey comme le nouveau roi de la comédie. Il faut quand même le signaler, c'est qu'on en avait déjà parlé durant l'émission l'année précédente, enfin la saison précédente sur Jim Carrey. Qui lui était consacré avec voilà. aussi Ace Ventura et exactement, Ace Ventura, The Mask. Et Dumb and Dumber en un an. Année, hein. Donc c'est totalement quelque chose que l'on peut retrouver en fait, je pense, en termes de carton. Et finalement c'est ça en fait. Ça va les propulser également à faire ce qu'ils veulent. Mais par contre, c'est vrai que ça a été d'ailleurs l'un de leurs plus gros succès en termes de box-office mondial. Ils vont être dépassés avec Marie à tout prix en 98, mais entre-temps ils ont fait Kingpin, qui est un film de commande. Ouais.
Moi, je veux juste revenir sur un petit truc sur le succès de Dumb and Dumber. C'est quand même un film qui est... alors, je sais pas depuis combien de temps il y avait plus trop ce truc-là, mais c'est vraiment basé sur un duo comique. Oui. Et puis, il y a eu une série animée, il y a eu un dessin animé dérivé, alors surtout aux États-Unis, je crois, sur Hanna-Barbera. Et il y a eu 2 suites. Il y a eu... Dumb and Dumberer, qui est donc un espèce de prequel, qui est un préquel qui n'est pas réalisé, voilà. Ils y ont pas touché, et il y a eu une vraie suite officielle parce que je pense qu'à un moment donné ils ont eu envie, notamment après The Three Stooges, à revenir à ces 2 personnages. Ils ont notamment été interviewés là-dessus en fait. Pourquoi ils n'ont pas voulu faire Dumb and Dumberer? En fait, non pas seulement pour refaire un film sur une histoire qu'ils avaient déjà faite, non, en fait, pour eux, en fait, l'idée de base était débile, en fait, de faire, en fait, on prend une histoire de 2 débiles trentenaires, et en fait, on fait un film où ils sont ados, mais tous les ados sont débiles, donc pour nous, ça sert à rien. En fait, ce qu'on aimerait voir, c'est finalement des quarantenaires, des cinquantenaires qui jouent encore des débiles, et c'est ce qu'ils ont fait finalement en 2014 avec la suite de Dumber Day. Et entre-temps, ils ont vraiment exploité leur patte, leur signature, c'est-à-dire derrière le comique, derrière les personnages débiles, derrière les aliénés, derrière les parias, il y a quand même toujours une énorme sympathie pour les personnages, une vraie tendresse pour les personnages, et va y avoir des choses beaucoup plus sérieuses. On en parlera un petit peu plus en longueur sur la deuxième partie, parce que finalement c'est vrai que en 98 le plus gros succès c'est Marie à tout prix en fait, et ça va rester d'ailleurs leur plus gros succès, donc sorti en 98 et qui a été un carton total à travers le monde et qui a même pu propulser Ben Stiller dans, on va dire, la catégorie roi de la comédie, pas seulement aux États-Unis mais également en Europe, chose que beaucoup de rois de comédie américains ne vont pas réussir à s'exporter. Je pense notamment à Will Ferrell et d'autres à ce niveau-là, quoi. Will Ferrell, il est quand même connu maintenant. Oui, connu, mais ces films n'ont jamais été exportés en France. Très peu, la moitié. Retour à la fac, Elf, je crois qu'ils sont sortis à 2 ans près. Non, je parle en fait, par rapport à sa filmographie, très peu de films sont réellement sortis en France, en salle. Les Ron Burgundy. Alors, Ron Burgundy n'est pas sorti en France. Sérieusement? Non, il est sorti en DTV. Directement en DVD. Oui, Frangin Malgré eux, je crois qu'il est même pas sorti en France. Le film sur le NASCAR, il est sorti en DTV directement. Ah oui, non mais... J'étais plus vidéoclub à l'époque. Voilà, c'est pour ça. Des films de vidéoclub, d'ailleurs, Marie à tout prix, c'est totalement un film de vidéoclub. C'est un film qui aurait pu avoir une suite aussi 20 ans après, puisque les personnages ont ce côté identifiable. Ils ont souvent des potentiel sympathie en fait. Énorme potentiel sympathie, et ils ont souvent des particularités physiques. Je pense à la dent de Jim Carrey dans Dumb and Dumber. Il y a souvent des coupes, des coupes de cheveux, des calvities, des trucs comme ça qui sont assez prononcés sur certains personnages. Dans Kingpin, par exemple. Le personnage de Woody Harrelson, tu vois, l'albinos dans Food Irene. Tu vois, il y a souvent des particularités. Il y a souvent des particularités physiques. Non, mais c'est vrai que forcément le physique c'est quelque chose qui va leur porter un peu à cœur en fait, quasiment pendant tout leur film. Mais c'est vrai que l'on voit en fait après Marie à tout prix et d'une certaine manière Food Irene aussi qui a quand même bien marché. Là, les choses vont se compliquer vraiment à partir des années 2000. Alors ils ont tenté aussi également à faire de l'animation avec Osmosis Jones, qui est donc un film 3/4 animation, 1/4 live et qui a un côté un peu plus, on va dire, mainstream, tout public. Encore plus que maintenant. Enfants, en fait. C'est ça en fait, c'est un film pour enfants, et c'est vrai qu'en fait ils vont revenir sur un côté un peu plus presque doux, mélancolique, avec donc L'amour extra large et 2 en 1, et vraiment continuer sur le côté comédie romantique avec Terrain d'entente. Donc film sorti en 2005 avec Jimmy Fallon et Drew Barrymore. Oui. L'amour extra large pour moi c'est vraiment un peu leur film de transition. Alors il y a encore des codes qui vont être utilisés. Moi je trouve qu'il y a souvent le choix de la comédienne. Ils vont souvent prendre une comédienne et en faire un personnage extrêmement charmant, extrêmement adorable, quoi. Donc c'est le cas avec Renée Zellweger, c'est le cas avec Vanessa Angel dans Kingpin, mais aussi avec Cameron Diaz dans Marie à tout prix. Donc c'est souvent la raison pour laquelle les personnages vont subir tout ce qu'ils subissent, parce que les personnages se font quand même souvent humiliés, quoi, notamment dans Marie à tout prix, avant d'être rescapés par les différentes péripéties et par les résolutions et par le scénario lui-même et le traitement qu'en font les Farrelly. Mais
Mais voilà, sur l'amour extra large, il y a un peu une transition. Il y a toujours Gwyneth Paltrow qui est vraiment qui a ce charme dans le film. Mais tu vois, on va commencer à partir sur le mélo, sur la comédie romantique. Le rire, il est moins communicatif. Jack Black, il a un énorme potentiel comique. Je trouve qu'il est moins mis en valeur à ce niveau-là. Après, il y a encore des choses il y a des gags que je trouve sont je peux pas dire fins parce qu'ils sont pas fins, mais je sais pas comment expliquer. Il y a quand même toujours une finesse d'écriture. Le personnage que Jack Black joue, c'est un type qui est pas drôle en fait. Il sort des vannes et elle marche sur personne, sauf avec ses potes peut-être, mais pas avec la jante féminine. Et en fait, c'est un truc que je remarque dans les films des frères Farrelly, c'est que presque dans chaque film, le héros c'est un loser qui marche pas avec la jante féminine. Et c'est des hommes enfants aussi souvent. Des hommes enfants qui... C'est bien démontré par Dumb et fait, Dumber. Ils agissent de façon totalement puérile. Et même, par exemple, je repense à un film qui pourrait être le moins catégorisé Farrelly, Osmosis Jones, par exemple, le personnage du globule blanc, qui est doublé par Chris Rock, il a ce côté aussi grandiloquent, gamin et grande gueule. Et c'est vrai que on le voit dans quasiment tous ces films. Même, par exemple, un terrain d'entente qui veut jouer sur le côté, en fait, comédie sportive. D'ailleurs, les frères Farrelly ont quand même fait ce film. Ils ont dit ouais, bon, on savait que le film n'allait pas cartonner, et ils l'ont dit très clairement, le film n'allait pas cartonner. Et puis en plus, on savait très bien qu'on allait se faire déglinguer à New York, parce que bon, le film revient sur une histoire d'amour avec un fan des Red Sox de Boston, qui est bien évidemment l'ennemi des New York Yankees. Mais c'est quelque chose en fait qui leur est proche en fait. C'est-à-dire ils vont faire les films qui leur plaisent, mais c'est pas commercialement parlant aussi. Ils gardent quand même ce côté commercial derrière ces films, faut pas quand même pas déconner. Mais ils ont quand même cette volonté en fait de faire quelque chose qui leur tient à cœur en fait. Alors c'est vrai que on le voit un peu moins avec notamment Les femmes de ses rêves et Bon à tirer, où là on a l'impression qu'en fait ils se drivent eux-mêmes d'une certaine manière, j'ai l'impression. Et c'est vrai qu'après est arrivé un peu Les Trois Corneaux, qui a été un four total, d'ailleurs, qui a fait une seule copie en France, hein, donc c'était pas très compliqué de le voir. Et 500 et quelques entrées en France, quoi. 519. C'est pas ouf, hein. Quand on a une copie, c'est compliqué, quoi. Et forcément, avec le Gada My Movie Project, il leur a un peu foutu du plomb dans l'aile, notamment du milieu de Hollywood. Alors ils sont revenus pour faire Dumb and Dumber, je pense un peu aussi commercialement parlant, il faut quand même pas déconner. Et c'est là qu'on voit en 2018 finalement l'émancipation de Peter Farrelly avec Green Book, et là c'est l'éclosion totale pour un film qui a un côté extrêmement dur, qui va parler donc de l'époque de la ségrégation, qui va garder ce côté road movie dont on parlait des frères Farrelly, et qui finalement va donner en plus un excellent rôle à Mahershala Ali, pardon. Désolé Charlotte, je sais qu'elle écoute l'émission, donc elle saura très bien mieux le dire que moi. Et aussi Viggo Mortensen, un duo qui marche bien, qui était totalement inattendu, et qui en plus donc reçoit l'Oscar du meilleur film en 2019, quoi. Ce qui est pas étonnant, c'est vraiment pour moi l'aboutissement de quelque chose qui était en filigrane dans les films des frères Farrelly. C'est quand même incroyable, on dit qu'en fait c'est un réalisateur de 62 ans qui arrive à maturité. Ouais, alors totalement à maturité, mais en même temps le film il est pas dénué d'humour fin, raffiné, etc. Il y a vraiment des vannes qui sont assez premier degré finalement, mais qui sont mis en scène autrement, de manière beaucoup plus intimiste. Il y a autre chose. Le film, je pense qu'il a un peu quand même un cahier des charges Oscar, course à l'Oscar. Oui, forcément. Moi, ça me gêne pas dans celui-là, parce que le film est vraiment, moi, je le trouve sublime. Parce qu'il a de la personnalité, en fait. On retrouve cette touche finalement d'un Farrelly. Et puis il est constamment raffiné. Le film, il est fin. Il y a ce personnage du docteur qui est pincé. C'est pareil. On parlait de personnage loser, mais on peut le retrouver un peu dans le Green Book également, avec le personnage de Viggo Mortensen, qui au début il a pas une situation sociale qu'il espérait, il fait de la merde, il fait que de bouffer tout le temps. Il est un peu bourrin et grossier, comme une certaine partie comme un certain pan du cinéma des Farrelly. Et à côté de ça, t'as un autre personnage qui va être ultra raffiné. Ouais, raffiné et voilà. Ils se sont des opposés. C'est ça qui finalement se complètent. Le côté opposé et dédoublement, ça on va en parler dans la seconde partie. Pour le coup, on va faire une petite pause BO, donc issue du film Marie à tout prix, Build Me Up, Buttercut de The Foundations.
but you're late. I wait around and then I run to the door. I can't take anymore. It's not you let me down again. Baby, baby, try to find a little time and I'll make you happy. I'll be home, I'll be beside the phone waiting for you. Why do you build me up, buttercup, baby, just to let me down? And mess me around and then worst of all, you never call, baby, when you say you will. But I love you still, I need you more than anyone, darling. You know that I have from the start. So build me up, buttercup, don't break my heart. You are my toy, but I could be the boy you adore. If you just let me know. Although you are true, I'm attracted to you all the more. Why do I need you so? Baby, baby, try to find a little time and I'll make you happy. I'll be home, I'll be beside the phone waiting for you. Why do you build me up, buttercup, baby, just to let me down? Et voilà, donc c'était un extrait issu du film Marie à tout prix, film des frères Farrelly, gros carton en 98. Et plus que ça, même ça a lancé totalement la carrière de beaucoup d'acteurs derrière tout cela. Est-ce que la présence de Cameron Diaz n'est pas aussi un facteur qui a... Un des facteurs. Ouais. Un des facteurs du succès du film. Je pense, totalement. Mais en même temps, c'est aussi l'un des styles des Farrelly. D'ailleurs, on va parler sur les personnages. Mais c'est vrai que... ils ont gardé, il y a le style Farrelly. Alors c'est quelque chose où on peut voir d'une certaine manière, c'est que on a donc une situation avec des personnages très particuliers. Alors c'est vrai que on parle souvent d'une certaine manière, ils étaient souvent critiqués par leur utilisation de personnages handicapés dans ces films, mais comme ils aimaient le dire d'une certaine manière, c'est un genre, les handicapés c'est des personnes comme les autres, on peut en rire. En fait. Mais c'est pas que ça en fait. Quand ils ont fait la première de Dumb and Dumber, les Farrelly ont invité leur ami Danny Murphy en fait, et il s'est plaint qu'il n'y ait pas le moindre acteur handicapé. Du coup, ils se sont rattrapés et ils lui ont proposé, comme il était acteur, de jouer dans pratiquement tous leurs films par la suite. Il y a des comédiens qui reviennent souvent en second rôle effectivement, et puis je sais qu'ils... Rob Moran, Zen Gesner, il y a aussi Richard Jenkins dans la plupart de leurs films. Dans Food Irene notamment, oui. Oui. Et Lynn Shay aussi, la sœur de Robert Shay, le producteur. Qui joue Lynn Shay qui joue, par exemple, c'est la voisine au mamelles de Labrador dans Marie à tout prix. Ok, d'accord. Ah oui. Et puis ils font souvent participer des connaissances à eux en tant que figure, etc. Il y a un petit côté un peu familial. Je crois que c'est le beau-fils d'un des frères Farrelly justement. Donc c'est pareil, Chris Elliott qui a un physique très particulier, qui est à moitié chauve, qui est tout maigrichon, qui a toujours une petite barbe, donc il est toujours dans les coins. Dans Marie à tout prix, dans le rôle de Woogie. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a toujours un contexte très particulier avec ces personnages, mais surtout qui est très intéressante, c'est la configuration en fait dans ces personnages du frère Farrelly, parce que c'est vrai que on en parlait donc même dans Green Book avec le personnage de Viggo Mortensen un peu grossier et le personnage raffiné de Mahershala Ali. On le voit en fait, il y a toujours une configuration en fait, une espèce de dysfonctionnement multiple entre deux identités ou deux entités en fait. On a par exemple espèce de concubinage forcé de Jim Carrey, de Jeff Daniels dans Dumb and Dumber, parce que finalement ils partagent leur travail, leur voiture, la chambre, il y a tout n'importe quoi. Il me semble pas qu'ils travaillent ensemble au début. Non, ils travaillent pas ensemble. Jim Carrey il est chauffeur de limousine et l'autre il fait du toilettage canin. Mais après le problème c'est qu'en fait ils vont devoir travailler ensemble. Ils veulent monter une société d'élevage de lombriques. Et ils ont un énorme terrarium dans leur appart. Et c'est pareil, on a le dédoublement de Jim Carrey donc dans Food Irene entre Hank
Charlie. Et Charlie, voilà. Alors c'est vrai que les prénoms des personnages sont pas anodins. Par exemple, si vous reprenez Dumb and Dumber, donc vous avez Harry et Lloyd. En fait, c'est bien évidemment une référence à Harold Lloyd, qui était l'un des rois du slapstick, donc de la comédie burlesque avant l'arrivée du parlant, donc de la grande époque de Buster Keaton, Charlie Chaplin ou encore Laurel et Hardy. Et c'est pas pour rien qu'ils ont fait les Three Stooges aussi. C'était vraiment un vrai hommage qu'ils voulaient faire. Après, forcément, ils l'ont foutu dans un contexte dans le monde de 2008, je crois que le film a été 2008, donc c'est vrai que c'est totalement différent. Mais je parlais de dédoublement de personnages, on peut le voir encore pareil dans d'autres styles. Par exemple, l'être et le paraître de Gwyneth Paltrow, tel il est vu par Jack Black dans L'amour extra large. Il y a toujours cette confrontation en fait entre deux entités, quoi. Il y a une confrontation qui atteint son paroxysme pour moi dans 2 ans. Le film avec les frères conjoints. Les frères siamois, dans lequel en fait c'est dit très tôt dans le film de Texto qu'en fait c'est la personne normale qui est pas normale, parce que elle va avoir une réflexion sur les deux personnages. En fait c'est un film très feel good, c'est un film qui va démontrer il va avoir un côté très gestuel encore une fois. Et c'est tout ce qu'on peut faire à 4 mains, un peu comme dans les. Oui, on les voit jongler limite avec les trucs. C'est ça fait très Marx Brothers finalement, quoi. Ils ont une limite de temps en fait. Si ils le font trop tard, en fait, le burger est gratuit. Ouais, c'est ça. Ils ont ce jeu-là. Et notamment, il y a aussi une scène avec donc un couple et la personne masculine en fait va se plaindre de leur serveur qui est handicapé. Donc pareil, on reparle sur le personnage handicapé, et en fait, du coup, les siamois en fait vont jouer de cette discussion-là, parce qu'en fait, ils ne voient pas qui sont siamois, et quand il va arriver face à eux, il fait c'est qui le monstre maintenant. Ouais, c'est ça. Voilà, il y a ce retournement de situation. Et c'est le mec normal qui va être mis dehors parce qu'il a pas sa place ici. Et en fait, ils vont à chaque fois quand même toujours donner des indices, des explications sur. C'est pas gratuit en fait. Non. Ils prennent cher, tout le monde prend cher dans leur film, mais c'est jamais gratuit. Oui, parce que par exemple, même un petit aveugle se fait avoir par Jim Carrey en vendant une perruche. Une perruche morte. Une perruche sans tête. Une perruche sans tête. Une perruche sans tête, scotchée d'ailleurs. Mais c'est vrai que 2 en 1 en fait, il est très intéressant parce que c'est en tombant sur un documentaire en fait qui racontait la vie de 2 sœurs siamoises que les Farrelly en fait ont eu l'idée de faire ça. Et d'ailleurs Peter Farrelly le dit lui-même, en fait, ça se passait dans les années 40, l'une d'elles voulait devenir actrice Hollywood et sa sœur ne voulait rien avoir avec le milieu du cinéma, et en fait lorsqu'une des deux était filmée dans un lit, en fait l'autre était cachée sous les couvertures. Et en fait ça leur a eu l'idée de travailler sur les détails, sur l'idée même sur les gags à suivre et tout ce qui s'ensuit. Et c'est pour ça qu'en fait c'était très intéressant pour eux de voir cette situation là en fait. Et cette scène dans le film où ils habillent Matt Damon d'un costume vert. Et moi, cette scène me fait hurler de rire, quoi. C'est vraiment, je trouve qu'il y a vraiment alors c'est marrant, dans 2 en 1, il y a vraiment des vannes filées, en fait, on va dire des situations qui vont être filées pendant tout le long du film. Alors, on a certaines qui marchent pas. Par exemple, ils vont essayer de faire croire à la copine de Matt Damon de cacher le handicap, et je trouve que ça fonctionne pas. Il y a un truc qui marche pas. Par contre, les gags sur la manière de cacher le deuxième frère dans les sitcoms, je les trouve excellents. C'est très Simpson. Quand on voit Matt Damon qui respire dans un sac parce qu'il est tellement stressé et que ça dépasse à l'écran. Ouais, et puis tu vois juste un insert d'un bout de tête sur la sitcom. C'est vraiment très Simpson. Il y a un côté très Simpson, et dans tous les films, je trouve qu'il y a un côté très très Simpson. Dans certains gags, dans certains choix de gags, qui eux aussi, enfin d'ailleurs les Simpsons empruntaient à Mel Brooks, tu vois, beaucoup. Et mais puis, voilà, beaucoup ont connu les mêmes milieux new-yorkais et compagnie, d'écriture, de stand-up. Les frères Farrelly ont commencé à bosser avec Seinfeld, mais donc ils bossaient avec Larry David, ils bossaient avec Larry Charles, qui ces mecs-là ont forcément rencontré Matt Groening un moment ou un autre. Simpsons sont les auteurs des Simpsons sont fanatiques de Seinfeld, quoi, par exemple. Donc forcément c'est pas anodin en fait. Non, tout est un peu lié, ouais. Tout est un peu lié. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de parler de 2 en 1. Je vais continuer là-dessus parce que finalement, Bobby Farrelly en fait a eu une interview à Paris et a dit donc ce qui s'ensuit. Donc tous nos amis qui ont vu le film nous ont dit mais c'est un film sur vous les gars. Ce n'était pas intentionnel. Nous avons écrit la première version du scénario en 90. À l'époque, Peter et moi avons des parcours disjoints. Moi, j'avais une formation de géologue. Peter a étudié la littérature et a commencé à écrire des romans. Mais c'est vrai que sans y penser, nous avons raconté notre envie
et notre bonheur de travailler ensemble. De toute façon, à Hollywood, c'est un atout. Pour défendre notre style face à une armée de gens qui donnent sans arrêt leur avis, on n'est pas trop de deux. Face à toutes ces pressions de financiers qui veulent sans arrêt refaire le succès de la saison précédente, quand un de nous deux flanche, l'autre est toujours là pour tenir bon. C'est peut-être grâce à cette solidarité fraternelle que beaucoup d'auteurs qui parviennent à imposer un style très reconnaissable sont des frères, comme par exemple les frères Cohen ou les frères Wachowski. Ouais. L'interview date de 2004. Ou les sœurs. C'était les frères Zucker. Zucker, c'est frère aussi. Les frères Zucker, ouais. Et c'était une influence aussi, les As. Zucker, Abraham Zucker. Voilà. Ah bah voilà. Non, ouais, tout ça. Il y a vraiment quelque chose de très comédie américaine des 90s. Ils sont vraiment un symbole de cette mouvance cinématographique, je trouve, les Farrelly. Et puis, ce qui est toujours, en fait, je dirais pas agréable, mais qui est plaisant, en fait, dans ces films, même s'il y a un côté humour noir, humour caustique et compagnie, c'est que je trouve qu'en fait, il y a une délicatesse chez les Farrelly, en fait, de ne jamais ostratiser, finalement, tous les frics, on va dire, en gros guillemets, que l'on voit à l'image. Parce que finalement, ils le sont tous, d'une certaine manière. Que ça soit même, par exemple, le côté bimbo de certains personnages féminins, que ça soit le côté... comme tu l'as dit avant, tout le monde prend cher. Il y a, en fait, dans Dumb and Dumber, qui est donc le premier film officiel des Farrelly, il y a une scène qui arrive assez vite, au bout de 10 ou 15 minutes, où en fait, il y a eu plein de gags bien absurdes et bien appuyés. Et très vite, alors moi j'ai le film surtout en VF en tête, mais à un moment donné où Jim Carrey va s'arrêter de grimacer et il va dire d'un ton très sérieux, tu crois pas que j'en ai marre d'être un moins que rien de manière assez lourde, de manière assez triste. Et en fait, ça, tu peux vraiment l'adapter à quasiment tous les films des frères Farrelly. Il y aura toujours derrière cette représentation-là soit d'une certaine partie de la population américaine, soit de l'Amérique d'une manière générale, ou soit de ce qu'on en fait et de ce qu'on voudrait qu'elle soit, quoi. Je pense dans Marie à tout prix, dans le Director's Cut, pas dans la version normale, la scène où Woogie, Dom, et Ted golf. Donc dans le Director's Cut, la scène est plus longue et Ted se plaint d'être du coup seul, d'être un loser, tout ça. Et il y a Dom qui arrête pas de lui dire mais t'as de la chance. Ton frère est mort mais t'as pu avoir des reins et plein de choses comme ça et c'est monstrueux, mais il y a ce rapport comme ça où même si t'as pas de bol pour certaines choses, t'as toujours toujours quelque chose de bon, et il y a ça dans les films des Farrelly. Et surtout, il y a toujours un regroupement de personnages comme si c'était une espèce de famille recomposée. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont toujours bloqués dans un sens ou dans l'autre. Et par exemple, dans Food Irene, Jim Carrey, il est père de 3 gosses qui sont pas vraiment à lui et qui sont absolument, pareil, qui ont cette espèce je m'en remettrai jamais de ce gros dédoublement en fait où ces enfants donc qui sont noirs, qui sont sûrement donc le fruit de son comment on appelle ça, le nain chauffeur le nain chauffeur de limousine, qui donc en fait en plus ces gamins, ils ont un accent vraiment limite qui vient de banlieue alors qu'ils sont dans le Rhode Island, mais ils sont ultra balèzes, c'est les 3 meilleurs de leur classe, ils vont aller à Yale, il y a tout qui est absolument génial dans ce contexte là, et c'est pareil dans tous ces personnages. Je trouve qu'en fait il y a un côté presque utopique, chose qu'ils aiment bien représenter, notamment dans le côté Rhode Island, comme si le Rhode Island en fait était totalement à part des États-Unis. Et d'ailleurs Bobby Farrelly en fait le dit lui-même encore dans une interview. En fait, Peter et moi nous avons grandi dans le Rhode Island, dans le Nord-Est, une des régions les plus drôles des États-Unis. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Il y avait beaucoup d'immigration, c'était une mini-Europe en fait. Même le type le plus bizarre était toujours le bienvenu. Ensuite, en voyageant, nous avons découvert que tout le monde n'était pas aussi accueillant aux États-Unis. Donc il y a un peu ce côté-là en fait, qu'ils ont envie de revivre en fait un peu ce qu'ils ont vu en fait durant leur enfance. Ils ont une manière de parler d'une ville à travers des personnages et des situations qui moi me fait penser un peu à Woody Allen, notamment dans certains des films des Farrelly. D'ailleurs, Annie Hall est citée assez souvent dans les films des frères Farrelly. Et voilà, il y a un peu ça. Woody Allen, il est fan des Knicks au basket. Tu vois, il y a toujours un peu ces trucs-là, quoi. En parlant de Woody Allen, en plus de parler de sport, on en parlera juste après. C'est vrai que Woody Allen, en plus, tu vois, le casting de 2 en 1, à la base, alors c'est complètement con, hein, mais il voulait, en fait, à la base, Jim Carrey et Woody Allen qui fassent les siens. Parce qu'en fait, Jim Carrey, c'est la comédie physique, et Woody Allen, c'est le côté intellectuel. Ça aurait été incroyable.
Ouais, la différence d'âge, mais non, on s'en fout. Enfin, ils voulaient vraiment partir là-dessus. Bien évidemment, ils l'ont pas fait. Alors, c'est vrai que c'est très compliqué, d'ailleurs, pour eux, d'avoir eu toujours les acteurs qu'ils voulaient, notamment Bill Murray. Alors, la petite histoire avec Bill Murray, c'est qu'il le voulait en fait déjà chez Dumb and Dumber, mais pas pour les 2 premiers rôles, je crois. Alors, le truc avec Bill Murray, c'est très particulier. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait on parle toujours de l'histoire que Bill Murray il a pas joué dans ci dans ça, il aurait pu avoir une carrière absolument monstrueuse. En fait Bill Murray donc déjà dans les années 90, ça faisait depuis 20 ans qu'il avait plus d'agent, mais il avait également plus de téléphone. Non, il avait vraiment qu'un téléphone fin fond chez lui dans sa deuxième maison, on va dire du Nebraska, et du coup en fait il laissait tomber beaucoup de projets parce qu'il ne lisait pas sa messagerie en fait. Et du coup c'est marrant parce qu'en fait Bill Murray ils ont réussi à le contacter après le succès de Dumb and Dumber en fait pour qu'il joue dans Kingpin quoi. Et il est énormissime dans Kingpin. Il est horrible. Ouais, mais il est drôle en fait, il est hilarant. Il est exceptionnel. On parle toujours de Bill Murray via le visage un peu taciturne comme ça, mais en fait là il a un potentiel il a un potentiel comique incroyable quand il danse après avoir réussi ses strikes. On parle de sa boule avec la rose. Et ses tenues absolument incroyables. Hein. Et ses cheveux, les cheveux, tout est. Il est vraiment. Moi, c'est de très loin mon rôle préféré de Bill Murray, de la carrière de Bill Murray, son rôle dans Kingpin, parce que je le trouve vraiment son potentiel comique explose à quasiment chaque scène, quoi. Et c'est vrai que donc ça parle de bullying dans Kingpin, donc du coup c'est une histoire de bullying, presque une revanche en fait pour le personnage de Woody Harrelson, donc qui devait être le nouveau roi de la quille et qui va se faire donc rouler par le personnage de Bill Murray, et on le retrouve donc 20 ans après, une main en moins, un crochet, il est devenu alcoolique, il est obligé de... Il est devenu chauve aussi. Il est devenu chauve, il est obligé de pratiquer donc aussi des cunilingus à sa propriétaire qui n'est pas très... elle ressent, c'est l'exorciste quoi, quasiment. Et là, on retrouve ce genre de situation, et là il rencontre un Amish qui est donc bon bowling, incarné par Randy Quaid qui est parti en burn lui, donc il va donc le propulser pour qu'il soit le nouveau roi de la quille, puis finalement ça va être lui qui va retrouver Bill Murray en finale. Enfin c'est il y a ce côté en fait on retrouve toujours en fait c'est l'envers un peu du rêve américain en fait, en montrant finalement des inadaptés sociaux mais qui finalement peuvent être heureux. Alors je dis bien peuvent être parce qu'il y a un côté un peu doux amer dans certains films. Totalement. D'ailleurs Dumb and Dumber a eu un certain problème à sa sortie parce que les producteurs considéraient que la fin du film était trop triste. Parce que genre non ils auraient dû dire oui au quart de suédoise, tu vois. Parce que Lloyd arrive pas à finir avec Marie qui est déjà mariée, parce que non, c'est le quart de suédoise plutôt. Oui, c'est ridicule. Mais ça marche encore mieux. Mais ils ont 2 fois leur chance et à chaque fois ils disent non. Mais en fait ça montre bien que c'est la vanne avant tout, le gag avant tout, le gag prime sur les films. Enfin le gag aura toujours la priorité sur finalement presque le scénario, j'ai envie de dire, mais quand même pas, tu vois. Sur l'happy end. Sur l'happy end, sur l'happy end dans l'occurrence. Sur l'happy end ou montrer finalement aussi certains aspects qui leur font bien marrer, et notamment par exemple le supporter, on le voit dans Terrain d'entente, qui est Fever Pitch, qui est d'ailleurs donc le remake d'un film britannique avec notamment Colin Firth, et qui donc adapté d'un livre de Nick Hornsby qui s'inspire principalement de sa vie. Et donc en fait dans ce film-là, donc dans le film américain, donc c'est Jimmy Fallon qui est absolument un immense fan des Red Sox de Boston, et donc va entretenir une relation avec le personnage de Drew Barrymore, et elle va comprendre en fait la difficulté de sortir avec un mec qui ne loupe jamais un match, et donc en fait trouver on va dire cet équilibre en fait, ce côté passionné mais ne pas être invasif en fait, et c'est assez marrant parce que le film, si vous êtes fan de sport ou supporter, il y a une scène dès le début, et pareil, encore une séquence flashback avec son oncle qui l'invite pour la première fois au stade, donc au Fenway Park, et là donc le personnage de Jimmy Fallon va tomber amoureux de l'équipe des Red Sox, et donc va lui acheter un bouquin, et son oncle lui regarde et lui dit fais gaffe parce qu'ils peuvent te briser le cœur pas mal de fois. Et c'est vrai que si vous êtes supporter de foot forcément, ou même d'un autre club, ou même d'un autre sport,
Ça vous parle. Puis avec ce côté comédie romantique, puisque du coup tu vas avoir le parallèle fait avec la vie amoureuse et puis la passion du personnage. Le film est assez Woody Allenien, je trouve. Il y a un peu de ça, ouais. C'est des personnages qui sont pleins d'esprit, qui sont spirituels, qui ont un sens de la répartie et tout ça. Ouais, tout en retenue, quoi. Il y a pas de gag dont tu vas te souvenir dans ce film-là, mais il y a une espèce d'atmosphère générale, quoi, avec le spectateur va être impliqué dans la façon de décoder les signes sociologiques un peu de la manière d'agir de chaque personnage, en se disant oula, t'aurais pas dû faire ça, mec, ou alors très bonne idée là, tu vois. Et en fait, c'est l'implication. Ça aussi dans All Pass, leur film Bon à tirer. C'est bon à tirer. Bon à tirer, ouais. Bon à tirer, oui. Ouais, celui-ci, ouais, un peu peut-être, ouais. Alors celui-là, je le maîtrise moins, mais du coup, il me semble qu'il est pas terrible, hein, celui-ci. Non, il est pas génial. Mais il y avait quand même, il me semble, un peu une carte, on va dire pas une critique, mais un discours sur certains tracas de la société, par exemple vis-à-vis du mariage, vis-à-vis de... Voilà, il y a certaines petites choses. Le film est vraiment pas terrible, je trouve qu'il va vraiment sur des terrains glissants, tu vois, en termes de blagues. Mais il y a quand même toujours un petit truc auquel se raccrocher, même si le film est pas super. C'est vrai que j'en ai pas un bon souvenir. Non, mais c'est vrai qu'en fait, il y a quand même quelque chose d'intéressant parce que finalement, ça reste continuel en fait dans leur filmographie en fait. Ça s'est peut-être affiné avec le temps, même si ça a été catastrophique avec My Movie Project, Movie 43, parce que bon, c'est un film qui est film à sketch, ils n'ont pas tout réalisé, ça a été un peu un projet, on va dire. C'était peut-être trop gros. En fait. Ouais, non, c'était pour trop gros, ça a été un budget de 6 millions donc. Non, mais je veux dire, oui, ça raconte trop d'histoires. Oui, voilà, ouais, c'est un film qui est complètement fouillé, qui est complètement mal fait, en plus qui a été mal terminé, et ça se voit, je pense, d'une certaine manière. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que Les Trois Corneaux, ça a été un peu le moyen on va dire, de boucler un peu le côté slapstick. Alors ils l'ont remis un peu avec Dumb and Dumber Day, mais un peu différemment en fait. Il y a un côté un peu plus mature d'une certaine manière, mais on comprend que le principe c'était bon, on a envie de remontrer ces débiles, ils ont 50 ans mais ils sont toujours là, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, ils sont revenus à l'idée simple d'abrutis qui provoquent des séries de catastrophes, en fait, voilà. Quoi. Et du coup, je pense que c'est ce qui leur a donné envie de faire Dumb and Dumber 2, donc la suite de reprendre ces personnages-là. Et qui est quasiment un remake, parce qu'on retrouve le côté road movie. La structure est la même. On retrouve le côté road movie, on retrouve que donc, le personnage Intel, donc, qui était amoureux, essaie de retrouver la fille de ses rêves, mais finalement, là, cette fois-ci, c'est sa fille, en fait. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de similitudes dans ces rôles-là, et c'est vrai que c'était toujours un peu... d'ailleurs, le premier est assez surprenant quand on repense par exemple à la carrière de Jeff Daniels avant Dumb and Dumber. Il a quasiment fait que des films, on va dire, très autoristes, dramatiques et compagnie. Et c'est Jim Carrey qui a dit non, mais il faut prendre ce mec-là parce qu'en fait, il est tellement premier degré qu'en fait, en termes d'humour, ça marchera parfaitement. Et en fait, il a un faciès très triste à côté de Jim Carrey, je trouve. Ah oui, c'est pour ça que ça marche bien d'avoir les deux. Hein. Ouais. Les deux, il a un côté cocker, ouais. Oui. Il s'occupe de cocker d'ailleurs. Mais ouais, pour revenir rapidement sur Dumb and Dumber 2, je trouve que le début du film, la première séquence, elle a presque un côté un peu méta, tu vois, parce que t'as Jim Carrey qui est en fauteuil, qui est complètement légume, quoi. Bah oui, qui fait le mec totalement alité. Et voilà, c'est ça. Et du coup, l'autre personnage, j'ai oublié le nom, Harry, il va s'occuper de lui, etc. Et puis à un moment donné, jusqu'à le torcher. Jusqu'à le torcher. Et à un moment donné, il va dire, je t'ai bien eu. Et en fait, pendant 20 ans, il a simulé d'être un légume pour pouvoir lui faire la... Et il lui dit, mais pourquoi pas t'as fait 10 ans? Mais 10 ans, non, c'était pas bien. 20 ans, c'était bien. Et est-ce que, voilà, c'est ça. Et en fait, je trouve qu'il y a presque un peu un côté méta du style, les Farrelly, pendant 10-15 ans, ils ont fait semblant de faire des comédies romantiques et d'aller vers d'autres... pour finalement revenir au slapstick pur et puis à la comédie absurde, pleine de non-sens pur, quoi. Mais alors, Dumb and Dumber 2 va des fois beaucoup trop loin dans le non-sens, au risque de devenir absurde, mais dans le mauvais sens du terme, je trouve. Mais j'ai une petite sympathie quand même pour ce film-là. Je trouve qu'il y a des blagues qui marchent bien quand même. Oui, et puis c'est surprenant en fait, la manière dont ils l'ont quand même un peu ressorti, parce que on n'avait pas entendu parler de ce projet depuis très longtemps. Jim Carrey n'avait plus l'aura, on va dire, de cette époque.
Et finalement ils l'ont fait quand même quoi. Donc le mimétisme de la reprise des personnages par mimétisme, je trouve qu'elle marche bien. Et puis il y a des choses qui marchent bien. Après moi ce que je trouve raté dans ce film là, c'est le côté un peu fanservice, tu vois. La reprise de certains gags remis à la sauce 20 ans après. Là je trouve que ça marche pas. Par contre quand ils inventent des nouvelles choses, ça prend, tu vois. Je sais pas quoi penser moi de The Bed Number 2. Je crois que je l'aime bien quand même, mais il est des fois un peu compliqué quoi. Oui, il est compliqué. Bah bon, après c'est vrai que dans la plupart de l'Eurodefilm, il y a quand même quelque chose d'intéressant. C'est toujours en fait de la base de montrer quelque chose en fait. Il y a toujours en fait, tu vois, tu parlais en fait l'idée même de le gag avant tout, mais finalement en fait, je dirais même c'est plutôt la situation avant tout en fait. C'est la façon dont on va mettre en avant ce personnage dans telle ou telle situation. Par exemple, même le personnage d'handicapé, par exemple le personnage de Warren dans Marie à tout prix. Le frère, oui, le frère. Donc voilà, il y a quand même un contexte toujours qui est très particulier et qui va jamais mettre en fait un personnage de côté, j'ai l'impression. Ouais, au risque de devoir triturer le scénario. Au risque de remettre plein de personnages derrière par la suite, quoi. C'est ça que je vais peut-être reprocher, c'est que par rapport à la version originale de Marie à tout prix et au Director's Cut, il y a un personnage qui est du coup un ancien drogué qui est joué par Jeffrey Tambor. C'est celui qui accueille Patty Lee, donc Matt Dillon en Floride. Et en fait, toute son histoire est écrasée de la version originale. Et du coup, normalement, Patty Lee lui propose une bière en arrivant pour être sympathique. Et du coup, son pote Sully refuse en lui disant « Oh, j'ai pas touché depuis 19 ans ». Et Pat, c'est un personnage complètement grossier et atroce, qui le force en fait en lui disant « Oui, mais il faut que tu sois plus joyeux, il faut que tu acceptes de t'amuser dans ta vie et tout ». Et du coup, Sully cède au point qu'en fait, il crache complètement sa vie et dans le Director's Cut, on voit qu'il a un chien, je crois que c'est un espèce de grand danois, et il a un énorme python chez lui, et il s'en occupe plus. Quand ils reviennent à la fin du film, il y a des crottes de chiens partout chez lui, il y a Sully qui a disparu, et puis à un moment, on se rend compte que le boa est plein. Ouais, et on soupçonne que le boa ait mangé le chien, bouffé, et non, il a avalé Sully. Ouais, ah oui, d'accord. Ouais, farélien comme. Mais après, les films sont longs. Hein. Ouais. Oui, je sais pas si vous avez. C'est toujours du 1h58. Pour des comédies, ça, on frôle à chaque fois les 2 heures. Le Director's Cut dure plus de 2h10. Pour des comédies, c'est long. Hein. Donc je pense qu'ils ont dû faire le sacrifice de pas mal de. Ouais, et c'est surtout vannes. ça aussi qu'on peut terminer sur cette partie d'émission, c'est le rythme en fait. Ils ont un rythme très particulier qui arrive enfin pas très particulier, mais qui arrive à enchaîner sans vraiment de véritable temps mort, tout en continuant une histoire. Surtout que le principe même, en faire un road movie par exemple, marche très bien là-dessus. Et ça leur permet en fait d'élancer tous leurs gags et de les étirer même. C'est étirer leurs gags et le rythme. Le dosage est pertinent, je trouve, parce qu'il va y avoir des éléments sérieux. Comme par exemple Larry quand il va au chiottes, c'est étirer le gag à fond. Il va loin. Donc voilà. Il y a toujours des éléments sérieux dans le comique, il y a toujours des éléments comiques dans le sérieux. Donc en fait, ça leur permet d'ouvrir pas mal le champ de propos, de propositions et de discours, quoi. Moi, je trouve que les rythmes sont souvent très très bien gérés dans les 5 premiers films jusqu'à Food Irene, qui de toute façon l'aboutissement total de leur style, quoi. Après, je trouve qu'ils cherchent une autre. Ils cherchent à déployer une autre facette de leur cinéma qui était de toute façon déjà visible et qui après c'est un peu englué jusqu'à atteindre finalement s'exprimer totalement dans Green Book, quoi. Exactement. Pour le coup, on va faire une petite pause bio, donc un morceau issu de Kingpin, Superman de Goldfinger. Et voilà, donc c'était un extrait issu de Tony Hawk Pro Skater de Kingpin. Oui, je fais la blague, mais c'est vrai. Et on va terminer donc l'émission. On a déjà plus beaucoup de temps, donc on va terminer l'émission sur. Je vais faire un petit tour de table avec vous. Donc, quel est votre film préféré des frères Farrelly ? Qui se lance en premier ? Allez, vas-y. Moi, c'est évidemment Food Irene, j'arrête pas de le répéter. C'est pas juste mon film préféré des frères Farrelly, c'est, je pense, le film qui me fait le plus rire au monde.
je peux le remater en anglais, en français. C'est exceptionnel en anglais parce qu'en fait, pour la petite anecdote, donc Jim Carrey pour le personnage de Hank en fait va s'inspirer de Clint Eastwood. Donc il va prendre cette voix grave en fait. Jim Carrey est constamment dans la. En fait, Jim Carrey était amoureux du personnage de Hank, donc il improvisait les 3/4 des répliques et les 3/4 des gestuels. La baston, en fait, il y a une scène où il se bastonne contre lui-même. T'as l'impression qu'il se danse aussi quand il est face au mec de baseball. Ouais, quand il a ses petits pas comme ça. Parce qu'il se prend pour un mec chaud au combat. On dirait un peu Mohamed Ali quand il fait ça. Ouais, mais c'est incroyable. Avec la musique, on n'en a pas parlé, mais la musique aussi qui est derrière, qui travaille le tout. À chaque fois toutes les BO de ces films sont très très bonnes chez les Farrelly. C'est un travail exceptionnel aussi. Et elles illustrent très bien toujours le côté road movie. Les BO sont excellents. Non, mais Food Irene, tout est. Je crois qu'il y a pas une baisse de régime, il y a pas 5 minutes dans lesquelles j'éclate pas de rire. Ça me fait constamment hurler de rire et je peux être dans n'importe quel état d'esprit. Ce film c'est le film qui me fait le plus rire avec Big Lebowski peut-être. Non mais je pars également là-dessus. Food Irene pour moi c'est un film exceptionnel parce qu'il est abyssalement, enfin il va tellement loin en fait dans tellement de situations. Ouais, on retrouve par exemple la scène de la vache et compagnie. C'est des scènes qui n'ont même pas, enfin tu peux les couper facile dans l'histoire, dans l'intrigue, mais en fait ça va correspondre à tout l'ensemble en fait, à tout l'univers. En gardant une maîtrise totale de leur scénario, de leurs personnages, de leur voilà, il y a un film qui commence encore par un flashback, qui va montrer un élément un peu traumatisant de l'histoire de la vie de Frank. Et le flashback, il y a 4-5 vannes qui sont vraiment à hurler de rire dans le flashback au début. Food Irene, vraiment. La première fois que je l'ai vu, j'en chialais de rire quasiment. La scène où il va aux toilettes après sa nuit d'amour m'éclate quoi. Enfin bref, il y a vraiment et je l'ai vu en fait dans différents. Je l'ai vu ado. Il m'avait fait hurler de rire pour certaines raisons. Maintenant, c'est d'autres types de gags qui vont plus me faire rire que d'autres. Alors que tu vois, Dumb and Dumber, j'aime énormément aussi, mais je vais rester sur un type de rire. C'est ça aussi, je trouve leur force, et qu'on le voit avec Food Irene et qu'on le voit avec pas mal de films, mais c'est des films intemporels. C'est-à-dire qu'ils ont été tournés en 94, ils ont été tournés en 98 avec Marie à tout prix, Food Irene en 2000. Il y a ce côté intemporel, c'est-à-dire qu'en fait, le contexte, la situation, c'est des gars qui marchent tout le temps avec le temps. Il y a très peu d'éléments en fait dans leurs films qui ne pourraient pas, enfin qui sont bloqués d'une certaine manière dans le temps en fait. Et puis mention spéciale du jury pour Kingpin, hein, qui est quand même vraiment vraiment excellent aussi, hyper drôle. Toutes les vannes autour de la communauté Amish sont excellentes. Le trio de personnages. L'arrivée de Woody Harrelson chez les Amish où il va faire n'importe quoi. Dans des montages musicaux, dans des scènes musicales. Pareil, encore, je me suis levé tôt pour traire votre vache. C'est. On n'a pas de vache. Encore une fois, beaucoup de Simpsons, de gags qui me rappellent les Simpsons, donc forcément 20 sur 20 quoi. Et toi, Elias? Père Gaspois chiche. Ah bah voilà, Marie à tout prix. Forcément. Qui est bien c'est aussi, mon préféré. T'en dis pas plus, pourquoi J'adore le casting, genre vraiment tout le casting. Je veux dire, Pat Dillon, Jeffrey Tambor, qu'on connaît plus maintenant, parce qu'il s'est pas tant que ça illustré dans les années 90, mais avec Transparent maintenant et d'autres séries. Mais Cameron Diaz, que j'adore également dans Very Bad Things, qui est je crois que c'est ma comédie préférée. Je l'adore aussi dans L'Ultime Souper, mais oui, tout le casting est génial. J'adore le Hitchhiker aussi, qui est joué par Arland Williams, avec tous ses tocs. Ah oui. C'est faites vos exercices en 7 minutes. Enfin, c'est oui, avec après 6 minutes. Oui. Non, et puis là, il commence à tiquer. Non, pas 6 minutes. Mais il est très. Moi, j'ai vraiment une grosse sympathie pour Matt Dillon dans. Mais il est génial en Patty. Incroyable. Cette moustache, les fausses dents à la Jim Carrey dans Masque. Les chemises hiteuses. Enfin, il y a tout, quoi. Les scènes avec le chien et tout ça, tout ça, c'est. On va s'arrêter là-dessus parce que le temps est passé. Donc du coup on revient la semaine prochaine pour la revue critique. Merci Elias, merci Jérôme, on a pu parler des frères Farrelly, je pense que ça vous a bien plu, et nous également, et j'espère à vous aussi chers auditeurs. Merci Cyril à la régie, et on se laisse avec un morceau de Green Book. RCN, www.rcn-radio.org